Bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous nous voyez, que vous nous entendez bien dans le chat, si possible? Comme ça, au moins, je m'assure que tout est bon avant qu'on commence à discuter. Ok, super. Bon, bah, très bien. Bon, bah, enchantée. Merci à tous d'être connectés. On a peut-être des personnes qui vont arriver entre-temps, mais je vais commencer par me présenter tranquillement et comme ça fera venir tout le monde. Donc déjà, on est en présence de Caroline, que je laisserai se présenter après, qui est une de nos alumnies du coup du parcours Data Science et qui est aujourd'hui Data Analyst et vous en dira beaucoup plus après. Mais du coup, je vais rapidement commencer par me présenter. Donc moi, c'est Audrey. Je travaille pour JEDA et donc je m'occupe du pôle carrière de l'école et donc je m'occupe de tous les sujets post-formation. Et mon rôle, c'est vraiment de faciliter votre insertion professionnelle à la suite de votre formation chez JEDA. Et donc, les sujets dont je m'occupe, ça va tout ce qui est, c'est tout ce qui est relations entreprises, les stages, la gestion de notre réseau alumni, organiser des événements, que ce soit avec nos entreprises partenaires ou des alumni, du coup, comme Caroline, qui ont trouvé un emploi après la formation. Et le but, voilà, c'est vraiment qu'ils vous partagent leur expérience, qu'ils puissent vous donner des conseils, etc., et vous expliquer comment ça se passe un petit peu sur le terrain après la formation. Et du coup, donc c'est pour ça qu'on organise cette Q&A aujourd'hui. Donc voilà, j'espère qu'on répondra à un maximum de vos questions, pardon. Et aussi, on est en présence de Benoît, qui est responsable marketing chez JEDA, qui est dans le chat. Donc si jamais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre en direct parce qu'on parle d'autres choses, il se fera un plaisir de vous répondre aussi dans le chat. Donc n'hésitez pas à vraiment être actif. Le but, c'est que ce soit une discussion entre nous tous. Voilà, qu'on réponde à tous vos sujets. Donc voilà, donc l'organisation de la Q&A, c'est à peu près ça. On a deux types de personnes qui sont là aujourd'hui. Donc on a à la fois une partie de nos élèves qui sont déjà en formation et donc qui sont pleinement concernés par ce dont on va parler aujourd'hui, mais on a aussi plein de personnes qui ne sont pas encore en formation, qui se posent la question de s'inscrire ou pas. Donc voilà, peu importe qui vous êtes, n'hésitez pas à poser vos questions. On va essayer de couvrir un maximum de sujets. Et puis même, n'hésitez pas à nous dire dans le chat déjà si vous êtes élève, quelle formation vous suivez. Si vous ne l'êtes pas, quelle formation vous intéresserait. Je vois que Benoît vous pose déjà des questions dans le chat. Mais voilà, le but, c'est d'être actif, etc. Donc n'hésitez pas. Et puis, du coup, on va commencer. Alors, attendez. Hop. Ah oui, et puis pour vous expliquer rapidement, du coup, les thèmes qu'on va aborder. Le but ici, c'est vraiment qu'on parle de tout ce qui est insertion pro, les sujets carrière et plus le après-formation. Mais pour parler de tout ça, il faut aussi mettre un peu de contexte. C'est pour ça qu'on va quand même parler de la vie pro de Caroline avant sa formation chez JEDA, comment s'est passée sa formation. Et du coup, ensuite, on abordera tout ce qui est du coup insertion professionnelle, son travail aujourd'hui, etc. Donc voilà. Et puis, on va commencer tranquillement. Alors, du coup, Caroline, j'espère que tu vas bien. Merci d'être présente. Est-ce que du coup, pour commencer, tu peux te présenter, parler un petit peu de ce que tu as pu faire avant, que ce soit en termes de formation, les métiers que tu as pu exercer, voilà, qu'on en sache un petit peu plus. Ok, très bien. Merci avant tout de me donner la parole ce soir pour partager mon parcours avec vous tous. Donc, je m'appelle Caroline, j'ai 34 ans, je vis dans le sud de la France, en région PACA, près d'Avignon. Je suis originaire du nord de la France, près de Lille. Et j'ai commencé par une école de commerce en post-bac, donc directement après le bac que j'ai fait à Lille. Donc, c'est une école de commerce et management très générale. Je n'ai pas fait de spécialité. Et pendant mes études, je suis partie faire un Erasmus et ensuite une année sabbatique, une année de césure, pardon, durant laquelle j'ai fait 2 expériences, une en marketing et une en ressources humaines. Après ça, j'ai eu une expérience toujours, alors juste après mon diplôme, j'ai eu une expérience en audit financier, à l'étranger toujours. Et ensuite, je suis rentrée en France et j'ai continué en audit financier, mais ça n'a pas duré très longtemps parce que j'aimais pas trop l'ambiance. Ensuite, je suis donc partie en gestion de projet.
j'ai fait une pause, j'ai voyagé, je me cherchais un petit peu, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, à l'époque, j'étais en couple pendant mon voyage. Et quand on est rentré en France, on s'est décidé d'aller s'installer dans le sud. On a choisi Avignon parce que mon conjoint de l'époque a trouvé une opportunité professionnelle là-bas. Et du coup, j'ai cherché du boulot là-bas. J'ai trouvé quelques missions en ressources humaines parce que j'avais déjà des expériences en ressources humaines. Et en fait, très vite, je me suis retrouvée dans la grande distribution. Donc, parce que c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est un peu fourre-tout, mais vu que j'avais pas mal d'expérience dans plusieurs domaines professionnels différents, mon profil leur plaisait par rapport à ça parce que j'étais assez polyvalente. Donc, je me suis retrouvée responsable d'un rayon en grande distribution. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer les marques. Oui, oui, oui. Oui, oui. Donc, j'étais chez Leroy Merlin, responsable de rayon. Donc, c'était du commerce. Et après 2 ans, j'ai évolué en logistique. Ça se passait bien en commerce, mais ce n'était pas ce qui me faisait le plus vibrer. Ce que j'aimais, c'était un peu pouvoir manager et gérer un petit peu les différents flux. Donc, ils m'ont proposé de passer en logistique. Donc, je suis restée un peu plus de 2 ans, 3 ans en logistique. Et bon, j'ai vite fait le tour. C'était une très bonne expérience, mais je commençais à m'ennuyer parce que j'avais tendance à vite m'ennuyer dans ma vie professionnelle. Et donc, ce qui est bien chez Leroy Merlin, c'est qu'ils essaient toujours de se tenir à la page et de former leurs employés. Donc, qu'on soit au siège ou qu'on soit dans les magasins, on a souvent énormément de formations internes. Et c'est lors d'une de ces formations internes que j'ai entendu parler de la data un peu plus précisément. Avant, pour moi, la data, c'était vraiment j'associais vraiment ça à quelque chose de négatif. Je voyais ça un peu comme Big Brother où on était épiés et un peu, comment dire, on ne contrôlait pas trop ce qui se passait et je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait. Et cette petite formation, alors c'était vraiment une toute petite formation, hein, c'était d'une demi-journée où on nous expliquait pourquoi la data c'était intéressant, ce qu'on faisait avec nos données et ce qu'on pouvait en tirer en tant qu'entreprise. Et en termes d'expérience professionnelle, je pense avoir fait le tour. Ok. Donc, oui, ma dernière expérience, c'était ça, Leroy Merlin. Ouais, donc très varié, plusieurs secteurs d'activité différents. Et du coup, c'est pendant ton expérience à Leroy Merlin que tu as découvert un petit peu l'univers de la data. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ton choix de reconversion? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Parce que c'est quand même pas anodin. Des fois, ça peut faire peur d'entamer une reconversion quand tu connais pas forcément ce milieu. Surtout toi, par exemple, quand on n'avait pas forcément une bonne image de prime abord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu à te dire, bon, c'est parti, je me lance dans une formation, je vais découvrir les métiers de la data et let's go. Cette petite formation interne chez Leroy Merlin, ça a vraiment été un déclic. Je me suis dit, bon, ok, je m'ennuie. Mon boulot est cool, mais ça reste, au final, pour moi, ça reste un boulot alimentaire. J'aimerais bien faire autre chose et en fait, il y a peut-être quelque chose à faire avec la data. Donc, j'ai entamé un processus de bilan de compétences. J'ai trouvé un organisme en ligne. Bon, j'en ai cherché plusieurs. Il y en a un qui m'a plu plus que d'autres. Je me suis retrouvée avec une coach qui m'a fait faire des tests de personnalité, qui m'a fait travailler sur ce que je voulais et qui m'a fait faire des interviews sur différents métiers. Alors, à la sortie, en résultat des différents tests de personnalité que j'ai faits, il y a plusieurs métiers qui sont ressortis. Le premier, tout en haut, c'était audit financier. Et je lui ai dit, ben ouais, c'est ce que je faisais avant, mais franchement, l'ambiance, c'est pas pour moi, quoi. Et en second, on avait en ex aequo, on avait data analyst et développeur informatique. Donc, elle m'a dit, bon, ben voilà, let's go, hein, tu as des pistes, tu vas rencontrer des gens, tu leur poses des questions.
heureusement, LinkedIn existe. J'ai ajouté des dizaines et des dizaines de personnes en leur expliquant ma démarche. Bonjour, je suis en reconversion professionnelle, je fais un bilan de compétences. Est-ce que je peux vous appeler quelques minutes pour avoir plus d'infos sur votre métier? Et en fait, les gens, quand ils répondent, hein, évidemment, il y en a qui ne répondent pas, mais ils sont super disponibles et ils sont contents de parler de leur métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de data scientist que je ne connaissais pas du tout, alors que c'était même pas sorti dans mes résultats de Ouais, tests de personnalité. Et ça, c'était pas sorti parce qu'en fait, c'était un peu un nouveau métier, on va dire, et que leur liste n'était pas forcément à jour. Donc, me voilà à découvrir le métier de data scientist, le métier de data analyst. Et je me suis dit, purée, mais c'est chouette ça quand même, c'est génial. Ouais. vraiment sympa, hein. Et à la suite de ces différentes interviews, en conclusion de mon bilan de compétences, ma coach m'a dit: «Bon, bah, voilà, tu sais ce que tu veux faire, bah, il y a plus qu'à trouver une formation». Donc, me voilà de retour sur mon moteur de recherche préféré, meilleure formation data scientist France. Et bon, évidemment, il y en avait plusieurs qui ressortaient. Mmh. Je ne sais pas si j'ai le droit de parler de la concurrence, Hem, heu, ou des tu formations. peux, On mais va éviter? ou bah, On si évite. possible, mais c'est pas grave. Il y en avait qui faisaient énormément de publicité, qui sont très présentes sur les premiers résultats de recherche. Mais je sais pas, j'étais pas, il y avait quelque chose qui me disait: J'ai l'impression qu'on va pas trop être suivi». Et au final, en fait, je suis tombée sur la page de Jeddah et puis là, ça a été un peu le coup de foudre. Je me suis dit: «Purée, mais en fait, c'est là que je veux aller, je le sens bien, ça va le faire». Et donc ce qui est super chouette, c'est que ma coach en bilan de compétences m'a parlé d'un, comment appeler ça? C'est pas un système, il m'a parlé de Transition Pro. Oui, un Un plan. organisme qui paye des formations de reconversion. Voilà, c'est vraiment spécifique à la reconversion. Alors après, Transition Pro, je sais qu'ils ont plusieurs branches et que c'est pas forcément. Alors si, Transition Pro, c'est la branche pour les reconversions, mais ils ont aussi d'autres fonds de formation si Mmh. besoin. Il me semble que chaque transition pro a un pôle régional. Alors, c'est peut-être pas exactement par rapport aux régions de France, mais il y a plusieurs transitions pro en France. Moi, je sais que j'ai été rattachée à Transition Pro PACA OK. et du coup, j'ai fait une demande pour pouvoir rester en poste tout en faisant une formation à côté. Parce qu'en fait, ce qui me faisait peur, c'était de ne plus avoir de salaire pendant ma formation. Ouais, bien sûr. J'étais en projet d'achat de maison et clairement, ben, sans salaire, obtenir un prêt à la banque, c'est un peu compliqué, hein, on va pas se le cacher. Et je fais partie, voilà, de ces personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité financièrement et qui ont besoin d'un CDI pour être bien dans leur tête. Hem, du coup, j'ai déposé mon dossier chez Transition Pro. Il a été accepté et ce qui est vraiment génial, je ne savais même pas que ça existait, mais en gros, pendant 6 mois, j'avais une absence, formation professionnelle, chez Leroy Merlin, mais mon salaire était maintenu à 100. C'est-à-dire qu'en fait, Transition Pro, remboursait l'équivalent de 100 de mon salaire à Leroy Merlin. OK, Voilà. super. Génial. Et ça, c'est top, quoi. Alors évidemment, tout ce qui était prime, trimestrielle, c'est calculé sur le temps de présence en entreprise. Donc comme j'étais en congé, j'ai pas touché ces primes, mais j'avais 100 de mon salaire pendant la formation. Super. Bah et d'ailleurs, juste je rebondis, Benoît a mis un message, dans le chat avec le lien de notre page du site Jeddah qui vous explique justement un petit peu, tout le process et cetera, même si tu l'as très bien expliqué. Mais si vous voulez vraiment plus de détails pour en tout cas, ceux qui, se poseraient la question d'une formation, n'hésitez pas aussi, à aller le voir. On essaye de vous mettre le maximum d'infos parce que c'est vrai que c'est des super dispositifs donc faut pas hésiter à, Mmh. enfin si vous êtes éligible en tout cas à utiliser parce que, voilà, ça peut vous permettre,
de se reconvertir plus facilement. Donc trop bien. Donc, OK, donc tu as financé ta formation avec Transition Pro. Et ensuite, du coup, début de la formation, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment ça s'est passé, plus sur ton ressenti, tu vois, au niveau du rythme, etc. Parce que du coup, donc tu as suivi l'ensemble de nos niveaux, donc de l'essentials à la lead. Ça t'a pris à peu près combien de temps au total, du coup, les trois niveaux? Ça m'a pris 6 mois, sachant que l'Essentials, elle commençait début décembre et que donc elle durait 2 semaines et qu'entre l'Essentials et la Full Stack, il y avait, il me semble, 3 semaines ou 1 mois de pause. Ok, super. Entre les fêtes de fin d'année, etc. Donc, ça m'a pris presque 6 mois, je crois, parce que de début décembre à, il me semble que c'était début mai ou mi-mai. Quelque chose comme ça. Je reviens juste quelques secondes, pardon, sur Transition Pro. C'est un super dispositif, effectivement, mais par contre, il faut s'en donner les moyens, c'est-à-dire qu'il faut rédiger un dossier assez conséquent. En fait, on nous demande de justifier la raison pour laquelle on veut faire cette reconversion. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette voie? Est-ce que cette voie, ce n'est pas une voie qui est déjà bouchée? Il faut écrire un dossier. Il me semble que j'ai écrit une dizaine de pages quand même. Alors évidemment, il y a des questions pour guider la rédaction. Mais voilà, il faut savoir que il faut écrire un dossier et que Transition Pro met à disposition des conseillers pour justement nous aider à la rédaction de ce dossier. Ok. Du coup, pardon, je revenais, mais je reviens à la formation. Voilà. Donc ça a duré presque 6 mois, sachant que j'avais jamais écrit une ligne de code de ma vie. Donc ça, c'est ce qui me faisait un petit peu peur. Je me suis dit, bon, ben voilà, on va se lancer. Ça a toujours été quelque chose qui me donnait envie, mais je ne m'étais jamais lancée toute seule. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est l'occasion, on va pouvoir apprendre à coder, ça va être chouette. Mais j'avais une petite appréhension vis-à-vis de ça. Alors ça, c'était ma première petite appréhension. La deuxième appréhension, c'était avant de commencer du coup l'Essentials, je me suis connectée à Julie, j'ai regardé un petit peu les cours et il y avait des cours de préparation conseillés en mathématiques et je suis entrée dedans et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, en relisant, je me suis dit, ah mais non, mais ça, c'est bon, j'ai déjà fait, c'est le niveau lycée. Donc ça m'a vite rassurée. Mais je me souviens que la première fois où je me suis connectée et que j'ai vu les cours de préparation, enfin, c'était pas des maths, c'était plus des stats et des probabilités, je me suis dit, waouh, dans quoi je me suis lancée? Ça fait un petit moment. Ouais. Et finalement, l'Essentials s'est très bien passé. Alors, j'avais la chance d'avoir un pied-à-terre à Paris pendant la formation. Donc, vu que je suis plus à l'aise d'être en présentiel, j'ai fait quasiment toute la formation en présentiel. Bon, à l'époque, il y avait aussi il y avait un petit sujet aussi avec les lieux. À l'époque, c'était encore rue du Pont-aux-Choux. Oui. Là, il me semble que les premiers jours, on n'avait pas les locaux, on n'était pas encore dans ces locaux-là, donc il y a quelques sessions qu'on a tous fait à distance, mais de manière générale, on a tout fait. Enfin, j'ai pu assister presque l'intégralité des cours en présentiel. Et donc, on était une promo qui était mixte, présentielle et distancielle. Donc, il y avait vraiment des gens de toute la France qui se connectaient en ligne. Et en fait, ça se passait super bien. L'après-midi, quand on faisait les TD, on était en groupe avec des personnes en ligne et on pouvait discuter, partager nos ressentis et puis travailler ensemble, tout simplement. Et en fait, j'avais un petit peu peur de ça, de cette mixité distancielle, présentielle. Mais ça s'est passé comme sur des roulettes. C'était hyper naturel, c'était super bien. Et pour en revenir à ces premières lignes de code, donc l'Essentials, on commence avec du SQL. Je me suis dit, ah, bon, ça va, le SQL, ça a l'air
ça a l'air abordable. Donc, ça va vite. C'est une formation quand même assez intense. Hein. C'est pas, on n'obtient pas un master enfin, on n'obtient pas un master en 6 mois sans rien faire, quoi. Donc, il faut s'en donner les moyens, en effet, ouais. il faut être concentré la journée. C'est pas un cours où on vient et on fait juste acte de présence. Non, il faut être concentré, il faut avoir envie d'être là. Et si on est vraiment au bon endroit, enfin, si on a vraiment choisi d'être là et que ça nous intéresse, c'est vraiment passionnant. Tous Ouais. les jours, on apprenait quelque chose de nouveau et parfois ça allait un peu vite, mais je pense que ça, c'était mon ressenti parce que c'est la première fois que que j'apprenais des choses en tout cas par rapport en fait, moi, c'est plus on va dire, le code, les langages de code qui m'ont, alors j'étais pas à la traîne, mais qui m'ont posé quelques difficultés. Et je me permets de rebondir. De manière Excuse-moi, parce qu'il y a une question de Lydie, justement, c'est peut-être en rapport avec ça, qui demande si tu as eu un bac S ou un autre bac, peut-être justement en rapport au côté sciences, maths, etc. Tu avais passé quel bac, toi, à l'époque? un bac scientifique. Bac. J'avais un bac scientifique, j'avais fait spé maths, mais honnêtement, le spé maths du bac scientifique, ça m'a pas du tout servi. Et dans ma promo, il y avait des gens ma promo chez Jedi, il y avait des gens qui ont fait des bacs ES, il y en avait beaucoup. Il y a quelques personnes qui avaient fait des bacs L aussi. Ouais. Et des personnes qui avaient fait des bacs. Il me semble qu'il y avait quelques personnes qui avaient fait des bacs. Alors, c'est pas STG, mais des. Oui, STMG. Pas dans le général, quoi. D'accord, ok. Il y avait vraiment de tout. Et pour confirmer, donc, je crois que tu as suivi la formation entre 2022 et 2023, c'est ça? C'est une autre question. Oui, il me semble que c'est ça, oui. Oui, oui. Et du niveau, donc les 3 niveaux, Lydie, du coup, Essential, Full Stack et Lead, et comme on disait, sur à peu près 6 mois, quoi. C'est ça. Et ensuite, donc il y a François qui demande la journée uniquement ou gros boulot à la fin de la journée le soir. Est-ce que du coup est-ce que tu travaillais essentiellement en journée et le soir pas forcément, ou est-ce qu'il y avait un côté aussi travail perso où tu continuais de revoir les cours le soir, etc. Alors, ça dépend. Il y a certains cours où il n'y avait pas forcément besoin de travailler le soir. D'autres cours où, justement, en fait, c'était pas forcément travailler des cours, c'était vraiment travailler des exercices que j'avais pas forcément finis dans la journée et sur lesquels je bloquais à cause justement de mes compétences en Python. Hein. On n'était pas tous du même niveau. En fait, c'est ça. Dans notre promo, on avait des personnes qui savaient déjà coder en Python et qui, du coup, savaient faire les exercices très rapidement. Et il y avait ensuite des personnes, du coup, qui se faisaient aider par ces personnes-là. Et il y avait d'autres personnes qui essayaient toutes seules et qui voulaient y arriver et qui reprenaient les exercices le soir. Il y avait vraiment de tout. Hein. Et ce qui était bien, c'est que les personnes qui avaient déjà des compétences en Python dans notre promo aidaient les autres. C'est-à-dire que dans le cours, donc le matin, on avait cours théorique, l'après-midi, on avait cours pratique, les TD, avec le prof plus un alumni qui venait, un assistant en fait, hein, Ouais. qui venait nous aider pour les exercices. Et donc, on avait à chaque fois plusieurs petits groupes de travail et évidemment, le prof plus l'alumni n'étaient pas forcément toujours dispo parce qu'ils étaient avec d'autres groupes. Les personnes qui étaient compétentes en Python venaient nous aider, en fait. Oui, Ils nous oui, c'est disaient: ça. «Regarde, moi, là, j'ai fait comme ça, je vais faire comme ça». Il y avait Ouais, énormément de solidarité et ça, c'était vraiment chouette. ouais, ça, C'était c'est vrai vraiment que cool. c'est bien, mais Donc aussi bien, pardon, je me permets de rebondir, mais c'est vrai que aussi bien en présentiel qu'à distance, il y a vraiment ce côté, on vous encourage dès le début de la formation à vraiment discuter entre vous, et dans tous les cas, vous êtes souvent mis en groupe pour travailler autour de projets, etc. Donc, comme tu dis, oui, s'il y a des différences de niveau, il y a toujours des personnes qui sont un peu plus avancées sur certaines choses, qui vont vous aider, en effet, si le prof ou le… Alors, pour revenir, en fait, le matin, donc oui, vous êtes avec un professeur, et l'après-midi, vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous êtes avec ce qu'on appelle un teacher assistant, un ou plusieurs, selon le nombre que vous êtes.
mais qui en effet travaille sur toute la partie pratique avec vous. Donc, vous travaillez souvent sur des projets, donc comme je disais, en groupe, etc. Et ils sont là pour vous assister sur la partie technique. Mais en effet, le côté entraide, c'est hyper appréciable. Donc, trop bien. Ouais, c'était vraiment super sympa. Et donc, pour revenir sur la question de la charge de travail le soir, ça dépend de ton implication, ça dépend de si tu as compris le cours ou non. Ça m'est arrivé, alors c'est rare, hein, mais ça m'est arrivé de bosser jusqu'à 21h, 21h30. Il y en a qui passaient presque la nuit, mais c'était vraiment des passionnés, hein, qui reprenaient, qui ah là, je peux faire comme ça, là, je peux encore améliorer. Et il y en a qui, à 16h30, ils avaient fini leur exercice, ils fermaient l'ordinateur, ils rentraient chez eux, ils réouvraient le lendemain à 9h. Ok. Donc, Ok, ouais. il y a vraiment. Et puis peut-être que ça varie aussi en fonction du niveau. Du coup, peut-être que ceux en lead, justement, qui sont un peu plus avancés techniquement, etc., vont peut-être plus prendre le temps encore davantage de retravailler leurs projets, de les améliorer, plutôt qu'en Essentials, où vraiment on est très, très concentré la journée puisqu'on apprend toutes les bases. Et puis ensuite, en fonction des niveaux, on s'améliore de plus en plus. Donc forcément, on a plaisir à continuer à travailler, peaufiner les projets, etc. Donc, ok, je vois, trop intéressant. Et du coup, pour rester sur la partie formation, etc., c'est vrai que c'est du bootcamp, donc c'est intense, vous voyez beaucoup de choses, peu importe les niveaux, Essentials, Full Stack, Lead, en peu de temps. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de pratiques. Est-ce que tu aurais des conseils pour les élèves en termes justement de toi, comment est-ce que tu t'es organisé justement pour peut-être pas trop que ça déborde sur le perso non plus après les cours. Est-ce que tu avais une manière de t'organiser spécifique qui te permettait de gagner du temps et de ne pas être trop stressé ou te sentir submergé par le travail? Est-ce que tu as quelques conseils? J'avais pas d'organisation spécifique. Je prenais vraiment les journées au jour le jour. En fait, tous les jours, c'était une nouvelle leçon. Donc, le lendemain, on a à peu près les bases de la veille et ça nous permet de rentrer dans le sujet du jour. Je pense qu'il faut vraiment tout prendre et après quand on est un peu plus libre, alors peut-être les week-ends ou si par exemple il y a des petites pauses d'1 ou 2 semaines entre, l'essentials et la full stack ou la full stack et la lead, revoir les points qui ont été un peu plus complexes, enfin qui ont donné un peu plus de difficultés. Après c'est important aussi de savoir déconnecter et reposer son cerveau pour être en forme le lendemain. Bien sûr. Et il y a Lizzie, Ouais. du coup, qui nous demande si actuellement tu te sens à l'aise en programmation Python, en SQL. Comment tu te sens par rapport à ça aujourd'hui, du coup, après la formation? Alors ça, on en parlera après, mais en gros, malheureusement, je n'utilise plus Python aujourd'hui. Dans ma boîte, on utilise uniquement SQL et ça, je pense, 80 des data analystes utilisent surtout plus SQL que Python. Mais oui, SQL, je suis à l'aise. Super, ok, ouais, très bien. Python, je sais qu'on va me demander de m'y mettre pour l'année prochaine, donc je reprendrai mes cours, je referai mes formations dessus. À côté de ça, oui, alors une chose que j'ai oublié de dire, c'est que vu que je n'avais aucune compétence en Python, en plus de JEDA, je me suis payée une petite formation en ligne que je faisais, par exemple, les week-ends. Alors, je ne me souviens plus du nom, je n'ai pas réussi à le retrouver, mais c'était une dame qui donne des cours en ligne sur Python avec des exercices et ça va vraiment du plus simple au niveau expert. Ok. Et je ne suis pas la seule à l'avoir fait dans ma session. Et ça, c'est quelque chose Dans que ma tu as fait promo. avant la formation, justement? Non, j'ai fait pendant. Ok. Parce que je me suis rendu compte que le niveau Python, enfin, que je cherchais trop. En fait, j'étais un peu frustrée de perdre du temps sur mon manque de connaissances en Python pour pouvoir faire les exercices. Donc, je me suis dit, non, mais là, j'étais un peu frustrée par rapport, on va dire, par rapport
aux personnes qui savaient déjà coder en Python. Ok. Donc ça, c'était plus, oh, j'ai envie d'être aussi fort qu'eux, donc Ouais, il faut que j'y aille, quoi. ok, Donc je me génial. suis payée, enfin, c'était une petite formation en ligne sur laquelle on peut se connecter quand on veut. J'ai dû payer ça 30 ou 40 euros. Et pareil, comme la plateforme Julie, j'y ai accès à vie. Ouais. Et je sais Et voilà. que si demain, il faut que je... voilà. Ok. Et alors, Anna, Marc, Guillaume, je vois bien vos questions. On va arriver juste après justement sur ce sujet, plus tout ce qui est recherche d'emploi, le travail actuel de Caroline, etc. Je prends juste une question avant qui va clôturer un peu la partie formation. La question de Thomas, parce que du coup, Caroline, tu as suivi les 3 niveaux. Oui. Et Thomas demande justement, est-ce qu'il faut faire la lead en plus de l'essentiel et de la full stack? Toi, qu'est-ce qui a pu te motiver justement à justement prendre les 3 niveaux au complet, aller jusqu'à la lead? En vrai, au début, j'avais prévu de faire uniquement l'essentials et la full stack. Et je me suis dit, bon, franchement, la full stack, elle dure... Alors, je ne sais plus si elle durait 2 semaines ou 3 semaines, parce que ça venait de changer à l'époque. Je crois qu'elle durait 3 semaines. Je me suis dit, la formation est payée, autant tout faire, quoi. Si jamais ça ne me plaît pas, c'est pas grave, j'aurais appris des choses qui peut-être ne me serviront pas, mais c'est pas tous les jours qu'on peut se payer une formation comme ça. Donc, si Transition Pro me le prend en charge, j'y vais. Ouais, Et ok. du coup, j'ai décidé de faire la lead aussi, plus pour savoir ce que c'était que par objectif de vraiment... parce que la lead, c'est plus axé data engineering. Donc, c'était vraiment plus par curiosité que par intérêt pour data engineering. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Bah, du coup, ça clôture la partie formation. Et du coup, donc là, on va parler un peu plus du après-formation, parce qu'on est déjà à la moitié de l'heure, ça passe très, très vite. Mais donc, Oui. là, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer quand on discute de plein de choses comme ça. Mais du coup, donc, pour aborder la partie après-formation, donc, tu as terminé ta formation chez Jeddah. Bah, du coup, je vais reprendre la question de Marc. Est-ce que tu as passé une certification à l'issue de ta formation? Et si oui, comment est-ce que ça s'est passé? La certification de JEDA? Oui, C'est ça? ouais. Après, Oui. Oui, alors oui, j'ai passé la certification j'ai passé la certification parce que c'est ce que je voulais. Je voulais avoir une certification pour pouvoir trouver un poste. Et je pense que dans la promo, tout le monde l'a passé, hein. Je ne sais pas si tout le monde l'a obtenu. Oui, je pense que oui. Mais oui, le but, c'était vraiment d'obtenir la certification pour pouvoir prétendre à un poste derrière. Donc, la certification, on l'obtient en validant des blocs, et les blocs, on les valide en validant des projets. d'accord. Ok. Est-ce que ça répond à la question? Oui, bah, alors c'est comment? C'est Marc. Si besoin de plus d'infos vraiment sur les détails du passage de la certification, tu peux éventuellement alors soit t'adresser à l'équipe admission qui pourra t'expliquer un petit peu comment ça se déroule du coup après la formation. Donc en leur envoyant un petit mail, c'est admission@jeddah.co, admission avec un S. Ou alors en participant aux portes ouvertes qu'on a le jeudi à 18h, donc demain à 18h si jamais. Voilà, on aborde tous les sujets liés à la formation, dont la certification, donc n'hésite pas. Mais en effet, suivant la certification que tu passes, il y a différents projets à préparer que tu présentes devant un jury. Et ensuite, donc, il y a le retour des jurys sur les blocs que tu as validés ou non, parce que c'est des certifications qui sont divisées par bloc. Et donc, tu peux valider l'ensemble de tes blocs ou valider partiellement. Si tu valides partiellement, c'est possible de repasser les blocs que tu n'aurais pas obtenus, etc. Mais voilà, si tu veux un peu plus de détails, n'hésite pas à t'adresser à l'équipe admission ou alors à te rendre sur le site internet, bien sûr. Et donc, du coup, pour continuer, j'essaie de reprendre les questions. Du coup, on était un petit peu en retard. Alors, bah, on va prendre la question d'Anna. Combien de temps est-ce que du coup ça t'a pris pour trouver un emploi après ta formation? Du coup, tu nous as dit que
ton emploi avait été mis en pause chez Leroy Merlin. Donc, une fois que la formation s'est terminée, tu as retrouvé ton emploi. Mais du coup, comment est-ce que ça s'est passé ensuite pour changer et trouver un nouveau poste en data? Donc, la formation s'est terminée mi-mai. J'ai repris mon poste la semaine suivante. Et j'ai pas commencé à postuler tout de suite parce que je voulais d'abord finir mes projets parce que la formation se termine et après, je sais plus combien de temps on a pour faire les projets. Je crois qu'on a 2 ou 3 mois, je sais plus. Mais c'est 3 mois? Ouais. OK. Donc je me suis d'abord focalisée vraiment sur les projets pour pouvoir valider mes blocs pour obtenir la certification. Et je pense qu'à partir de début juin, j'ai commencé timidement à envoyer des CV à droite à gauche. Et la particularité, c'est que je vis dans une région où il n'y a pas vraiment de grands groupes, ou tout du moins pas de grands groupes qui étaient assez modernes pour avoir besoin de data dans leur service. Et donc, les grands groupes que je visais étaient à plus d'1 heure de chez moi, c'est-à-dire Montpellier, Marseille et Aix-en-Provence, qui sont trois pôles quand même assez intéressants quand on veut travailler dans la data. Du coup, j'envoyais des CV, mais ce n'était pas des CV j'étais pas très sûre de moi dans ces CV. Et j'avais pas énormément de réponses. Et en fait, comme 80% des postes que j'ai trouvés dans ma vie, ça s'est fait par le réseau. Une connaissance qui m'a dit: «Alors, ta formation, ça s'est bien passé? Ah, mais au fait, j'ai un client qui cherche un data analyst». Et il se trouve que ce client qui cherchait un data analyst n'avait pas posté d'annonce sur Pôle emploi ni Indeed. L'annonce était, ils avaient fait appel en fait à un recruteur et ils avaient leur annonce sur leur site directement. Donc j'ai envoyé un CV et ça s'est passé comme ça. Il me semble que j'ai envoyé le CV fin juin. Moins d'une semaine après, j'ai eu les premiers entretiens ou bien aux alentours du 20 juin. En tout cas, je me souviens qu'une semaine ou 2 après, c'était validé, j'avais le poste. Ok, génial. Donc, ça a été assez rapide finalement après la Ça a été formation. super rapide. Mais Ça a été super rapide, sachant que j'ai pas beaucoup cherché. J'ai vraiment, je pense que je suis tombée sur la bonne opportunité super. grâce au réseau. Oui, c'est vrai que la partie réseau, ouais, c'est toujours hyper important. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vraiment en parler autour de vous quand vous êtes en recherche d'emploi, mais vraiment à n'importe qui, parce que parfois, c'est une personne qui en parle à une autre, qui en parle à une autre, et finalement, ça amène à des super opportunités. Donc, que ce soit dans votre réseau perso et même, on en parlait au tout début, mais LinkedIn aussi, c'est une super ressource. Vous pouvez contacter Oui. plein de gens qui peuvent parfois ne pas répondre, ça arrive, mais aussi beaucoup qui répondent et qui ont plaisir, comme on disait, à parler de leur métier. Et pareil, peut-être que ça peut amener, encore une fois, à de belles opportunités. Donc, le réseau, en effet, ça peut faire des miracles. Donc, très rapide pour toi. Mais du coup, pour revenir quand même sur la partie entretien, tu as passé quelques entretiens tout de même. Par exemple, il y a Marc qui nous demande justement tes compétences techniques. Est-ce qu'elles ont été testées pendant les entretiens? Et à ce moment-là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu savais y répondre, etc. J'ai pas passé de test. On Ok. m'a pas demandé de book. C'est vraiment ça a vraiment été l'entretien parfait ou enfin parfait. Le moins stressant du moins où en fait, on pose des questions, on voit si ça match ou si ça matche pas. Et en fait, moi, ce qui a plu dans mon profil, c'est certes, ils cherchaient un data analyst, mais à côté de ça, ils cherchaient quelqu'un qui avait déjà des compétences ailleurs. Ok. Et ce qui a fait pencher la balance, c'est que j'avais déjà fait de la logistique et je connaissais le monde de la logistique.
Et ils avaient besoin justement d'une personne en data qui connaissait les problématiques de logistique pour pouvoir répondre aux besoins, aux problématiques d'entreprise. Ouais, c'est souvent ce que j'entends d'autres alumni. C'est vrai que, encore une fois, pour les personnes qui nous écoutent, c'est vrai que c'est enfin, toutes vos années d'expérience dans d'autres secteurs d'activité, c'est toujours très, très bon à prendre et ça peut être très, très recherché par les entreprises parce que c'est hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui a, comme on dit, des connaissances métiers et aussi, du coup, des compétences techniques à y apporter en plus, grâce notamment la formation que vous pouvez suivre à Jeddah. Donc, pour vos recherches notamment, si vous avez vraiment une expertise, des connaissances dans un ou des secteurs d'activité en particulier, ça peut être intéressant à privilégier en premier pour vos recherches. Donc, ça peut être une piste et un premier conseil pour ceux qui seraient en recherche. Parce que j'ai vu passer une question justement sur comment as-tu présenté ton profil junior data pour convaincre les recruteurs. Je ne les ai pas convaincus avec mon profil junior, je les ai convaincus avec mes autres compétences. Et peut-être aussi... Et avec mon envie, évidemment, de bosser là-dedans en leur disant, voilà, j'ai fait une reconversion parce que c'est ça que je veux faire, c'est ça qui me plaît, j'ai vraiment adoré la formation et aujourd'hui, je veux bosser là-dedans et je veux bosser avec vous. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Enfin, c'est ce qu'on me dit aussi avec les entreprises avec lesquelles j'échange, c'est qu'il y a aussi une grosse partie, voire limite la majeure partie aussi de questions de feeling, d'envie, de motivation de la personne, de dynamisme. Voilà, enfin, avoir quelqu'un en face de soi où on sait que la personne n'aura pas de mal à s'intégrer à une équipe, travailler en équipe sur des projets. Donc, ça, c'est une partie qu'il ne faut pas omettre non plus. C'est vrai qu'on est beaucoup focus sur la technique parce que c'est ce qui peut être le plus stressant. Mais voilà, si vous êtes motivé, que vous avez envie et que voilà, vous savez bien le retransmettre à votre interlocuteur, ça peut aussi beaucoup peser dans la balance. Oui. Est-ce qu'on a loupé des questions? Je pense pas. Parce que du coup, donc là, je vois qu'on a plus de questions donc, sur la partie de ton travail aujourd'hui. Donc, on va peut-être aborder ça maintenant. Hop, je remets vite fait les slides. Tac, comme ça, tout le monde sait où on en est. Mais du coup, donc, la suite de ta carrière, est-ce que du coup, tu peux nous rappeler rapidement dans quelle entreprise tu es aujourd'hui, ton poste, tes missions, etc., ce que tu y fais aujourd'hui? Oui, alors effectivement, pour poser le contexte, aujourd'hui, je travaille dans une PME qui s'appelle Un Air d'ici et qui distribue le vrac en grande distribution. Donc, par exemple, le riz en vrac, les pâtes en vrac, les noix, etc. Et donc, la particularité d'une PME, c'est qu'il n'y a pas énormément d'employés et qu'il faut être quand même assez polyvalent. Donc, j'ai été embauchée sous le poste de data analyst et au final, aujourd'hui, c'est un peu moins de 50% de ma mission parce que je travaille énormément sur l'ERP, la gestion de l'ERP de l'entreprise. Il y a des besoins en data. Il y a des besoins en data analyse, surtout. Les employés de la boîte ont besoin d'avoir leur KPI, de pouvoir avoir de la donnée et avoir de la donnée lisible, en fait. C'est surtout ça qui les intéresse. Et en fait, le lien qui est intéressant, que je ne connaissais pas trop, qu'on ne voit pas forcément en entreprise, c'est qu'on voit pas forcément, chez Jeddah, c'est le lien entre l'ERP de la boîte, donc vraiment ce qui produit la donnée, avec les outils de BI. Donc aujourd'hui, voilà, je pense que 60% de ma mission, c'est plus, on va dire 50% de ma mission, c'est de la gestion de l'ERP, 40% de la mission, c'est de la data analyse, et on a après 10% de gestion de projet. Ok. Parce que une PME qui a plein de projets pour se développer, tout le monde a des idées et il faut structurer un peu tout ça. Ouais, Je j'imagine. suis la seule personne à travailler dans la boîte. Au service informatique, nous sommes 4, dont un alternant.
qui travaille en cybersécurité. Il y a mon responsable qui est du coup responsable informatique, hein, RSI, qui s'occupait un peu de la BI quand il a été embauché. Au début, il était tout seul. Au fur et à mesure, la boîte a grossi. Donc, il a pris un premier data analyst qui est parti. Donc, c'est pour ça qu'il recherchait quelqu'un. Et donc, on est 4. Le responsable, l'alternant en cyber, l'admin infra et du coup, data analyst, c'est moi. C'est l'ERP. L'ERP, c'est le logiciel professionnel qui permet de gérer les factures, les stocks, la comptabilité notamment. C'est vraiment le gros logiciel, le progiciel en fait, le logiciel professionnel de la boîte, dans lequel on récupère toute la donnée. Et donc, les outils que j'utilise le plus sont SQL Server Management pour justement créer des requêtes qu'ensuite je transforme en tableau grâce à un complément dans un Excel qui s'appelle Inside, qui permet de faire du reporting. On utilise aussi Power BI. Et en termes de data, c'est tout pour l'instant, sachant qu'on va faire des migrations sur certains logiciels et on sera peut-être amené à utiliser autre chose. Ma PME comprend 150 salariés, dont plus de la moitié travaillent en logistique, production, donc fabrication des produits, et sur le terrain, la force commerciale. Je dirais même 60%. Donc, on est un peu moins on doit être une soixantaine dans les bureaux. Et qu'est-ce que je vois d'autre comme question? Le travail d'une data analyst au quotidien, quels sont les projets que je développe et qui impliquent mes compétences de data analyst? Alors, ça ne va pas être forcément des projets, ça va plus être comment dire, on va me demander, par exemple, de sortir un état ou un rapport Power BI sur certains KPI pour pouvoir analyser de la donnée. Et en sortant les états, je me rends peut-être compte qu'il n'y a pas une anomalie, mais mais attendez, là, il y a peut-être un petit point sur lequel vous pouvez discuter et du coup être force de proposition sur ces petits points. Et tiens, mais en fait, Caroline, tu n'as qu'à prendre le sujet pour améliorer ça. Et puis au final, je me retrouve avec un projet qui n'a rien à voir avec de la data, mais c'est le côté PME que j'aime beaucoup parce que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Oui, voilà. Une question aussi, qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est ce côté polyvalent, un petit peu, travailler sur différents sujets, mobiliser différentes compétences. Il y a d'autres choses qui te plaisent en particulier ou c'est vraiment cette chose-là, cette polyvalence qui te plaît davantage? J'adore passer des heures sur SQL à trouver pourquoi ma requête ne fonctionne pas. Alors, ça ne m'arrive pas tous les jours, hein, mais c'est parfois frustrant, mais quand je trouve la jointure qui ne fonctionnait pas ou quelque chose comme ça, c'est hyper gratifiant, j'adore ça. Et puis, les gens, à chaque fois qu'ils me voient derrière mon écran avec toutes ces lignes de SQL, ça, c'est du SQL, c'est pas non plus... moi, je trouve ça facile, entre guillemets. Ils arrivent, ils disent « Oh là là, mais je sais pas comment tu fais, moi ça me donne mal à la tête de voir ça » et moi je suis là « Mais non, mais c'est génial, c'est hyper intéressant. » En tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vois d'autre comme question? Gap du salaire avant et après Jeddah. Gap pas énorme, mais après la particularité, c'est que chez Leroy Merlin, j'avais énormément de primes à côté de mon salaire fixe. Chose que je n'ai pas ici en PME. Donc, évidemment, mon salaire s'est amélioré. Hein. Je suis passée, je pense, de 33 ou 34 à 40. Et en fait, ce qui m'a vraiment... l'une des raisons pour lesquelles j'ai un salaire, entre guillemets, bas pour une data analyst, c'est que je suis dans une zone où il n'y a vraiment pas beaucoup de data analyst et du coup, c'est pas un métier qui est très recherché par ici et il s'aligne pas du tout sur les salaires des grandes villes.
Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment d'être à côté de chez moi plutôt que de faire 1 heure et demie de route tous les jours pour aller travailler dans une grande agglomération. Donc j'ai préféré réduire mon salaire parce qu'évidemment, les postes que je visais à Aix, à Montpellier, etc., avaient des salaires plus intéressants que le salaire que j'ai actuellement. Mais je gagne en qualité de vie à être à un quart d'heure de chez moi. Oui, exactement. Bah, c'est ce que Lydie dit. Les salaires peut-être un peu plus bas, mais un meilleur cadre de vie aussi peut-être. Donc C'est forcément, ça, exactement. ça dépend voilà, des priorités, des envies. Ouais. Euh, Les procédures stockées, j'en utilise, mais c'est pas moi qui les ai gérées. J'ai rien créé du tout. J'ai juste récupéré ce que faisait le data analyst précédent, qui lui, pour le coup, était 100% data analyst. Il faisait vraiment que ça. Et du coup, voilà. Enfin, c'est lui et puis aussi mon responsable qui a un peu façonné tout le système d'information de la boîte. Vous utilisez aussi Excel? Oui, j'utilise Excel parce qu'en fait, la boîte a un outil qui était déjà installé que je ne connaissais pas, qui est un petit plugin sur Excel qui permet en gros de relier directement les données de l'ERP à Excel. Et ça me fait penser que sur Excel, j'utilise aussi Power Query que je ne connaissais pas avant d'arriver dans ma boîte. Non, Excel, pas avec Python. Python, honnêtement, je ne l'utilise plus pour le moment, mais je pense que j'en aurai besoin fin 2026, début 2027. Pour l'instant, on est sur des projets de migration de RP, donc ça nous prend beaucoup de temps. Mais notre PDG a bien l'intention de développer l'IA au sein de la boîte et il compte sur moi pour mettre les mains dedans. Donc, mon responsable m'a dit tiens-toi prête, reprends tes cours de Python, ça va venir. Ah, c'est cool, tu vas pouvoir remobiliser tout ça, te relancer dans d'autres choses. Ouais. Des beaux projets challengeants. Ouais. C'est le moment de demander. C'est prévu, Marielle. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre comme question? Les tâches habituelles qui reviennent le plus souvent. C'est vous qui écrivez les requêtes SQL? Alors, les requêtes SQL, il y en a beaucoup qui étaient déjà écrites quand je suis arrivée, mais j'en écris quand même régulièrement. Alors, il y a quand même déjà beaucoup d'états, et ça, c'est quelque chose qui m'étonnera toujours dans ma boîte, c'est que je suis arrivée, il y avait déjà des dizaines et des dizaines de rapports différents, et en fait, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui vient me voir avec une nouvelle demande. Et je me dis, ah, mais ça n'a pas déjà été fait, ça, c'est fou. Et du coup, voilà, je refais des rapports, des états qui nécessitent d'écrire des requêtes SQL. Bon, alors, ce n'est pas des requêtes non plus très compliquées, ça se limite souvent à des select, from, where, et puis c'est tout. C'est pas non plus. Alors, il m'est arrivé de faire des requêtes un peu plus complexes, évidemment, mais je pense que 70% des requêtes que j'écris sont quand vraiment simples à écrire. Les tâches habituelles, ça va être justement de gérer un peu toute cette bibliothèque d'états, parce que parfois, il y a des données qui changent et du coup, les états ne sont plus forcément à jour, ou bien on vient me voir en me disant tu peux modifier ça, s'il te plaît. Et après, évidemment, comme tout service informatique, Power BI a planté, du coup, ça ne marche plus, du coup, je ne peux plus voir mes requêtes, est-ce que tu peux regarder d'où ça vient? Voilà. Le plus gros projet sur lequel j'ai travaillé en tant que data analyst, je ne sais pas, il n'y a rien qui me vient à l'esprit pour l'instant. Les plus gros projets que j'ai, c'est plus sur l'ERP. Et Excel avec Python, ça j'avais déjà dit, c'était non. Avec Python, est-ce que vous avez fait du web? Non. Vous vous sentez comment en requête? Si vous avez des dernières questions, des sous-requêtes. Ah, oui, c'est la fin. Je me sens pas débutante, mais je me sens pas experte non plus.
Après, quand vraiment je suis bloquée, j'utilise ChatGPT. Je ne vais pas m'en cacher. Hein. Je pense Ouais, qu'on c'est un l'utilise outil qui peut aujourd'hui. très bien servir, donc autant ne pas s'en priver Ouais. quand on Mais j'utilise aussi beaucoup SQL, enfin le site, comment dire, sql.sh qui est un cours qui donne quand même pas mal de cours de SQL et je préfère quand même chercher quand je sais pas, par exemple, faire quelque chose, je préfère chercher sur les forums plutôt que de regarder sur ChatGPT qui va me sortir une requête qui va peut-être me faire à peu près ce que je veux, mais sans vraiment comprendre ce que je fais, quoi. Est-ce que vous maîtrisez les prompt engineer? Pas vraiment, non, mais il est prévu que j'apprenne justement. Et puis je pense qu'on va Et haute certification, non. ouais, on va prendre ouais, là, je pense en dernier, la question de carte, si vraiment il y a une question urgente, on peut en prendre une autre, mais en essayant de finir à l'heure pour pas te prendre trop de temps, Caroline. Comme ça, voilà. Mais du coup, ouais, est-ce que d'autres certifications telles que des certifications logicielles, Dataiku, et cetera? Non, j'ai pas passé d'autres certifications. Mais parce que j'en ai pas eu besoin pour le moment. Si jamais, demain j'ai besoin d'en passer, je sais que ma boîte, m'aidera pour ça. Et le SQL, non, il est utilisé qu'en essentials. Ah c'est une bonne dernière question, je trouve. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui voudrait exercer ce métier? On va finir là-dessus, je pense que c'est bien, terminer sur des conseils. Être, alors c'est pas attentif, mais être, enfin il faut être minutieux et être, patient et surtout, il faut que ça reste un plaisir, quoi. Ouais. Oui, J'ai prendre pas vraiment de, conseils, faut aimer ce qu'on fait, c'est tout. Moi, j'aime ce que je fais aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé ma voie et du coup, ça se passe bien, quoi. Ça se passe ouais. bien parce que j'aime ce que je fais. Et puis, du coup, c'est très bien parce que ça fait le lien avec ce sur quoi je voulais terminer. Donc sur la slide, vous pouvez le voir pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites ou aussi pour les élèves qui sont en formation. Donc ça va plus être pour les personnes qui ne sont pas forcément encore inscrites. Justement, si vous voulez découvrir un petit peu tout cet univers-là, si ça peut vous plaire, etc. Vous avez un certain nombre d'heures de cours gratuits sur Julie pour découvrir un peu tout ça, faire vos premiers pas et tester justement un peu, comme on dit, la méthode JEDA. Et puis aussi, il y a tout ce qui est événements du coup qu'on organise, événements carrière, mais pas que. Notamment, donc, comme je disais un petit peu avant, on organise une soirée porte ouverte tous les jeudis à 18h où on a notre équipe d'admission qui répond à toutes vos questions concernant la formation, de l'inscription au passage de la certification, et aussi un atelier workshop pour découvrir certains sujets de la data le mardi à 18h. Et du coup, pour ma part, comme j'avais présenté au début, j'organise ponctuellement, donc comme on a fait aujourd'hui avec Caroline, l'intervention d'alumni voilà, qui ont un métier dans la data aujourd'hui, donc data analyst pour ce qui est de Caroline, mais ça peut être aussi des personnes qui sont en data science, etc. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire lorsque j'en organise. Et enfin, pareil, si vous avez d'autres questions pour les personnes qui ne seraient pas encore inscrites, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe admission, encore une fois, qui sera là pour répondre à toutes vos questions. Donc, des rendez-vous plus individualisés. Je crois que Benoît vous a mis le lien dans le chat si ça vous intéresse. Et puis je pense qu'on va pouvoir clôturer. Et je clôture en te remerciant beaucoup, Caroline, parce qu'on a pu couvrir plein de sujets du avant formation au après. Je pense qu'on a répondu à un maximum de questions. Et dans tous les cas, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les transmettre par mail. Si jamais, mon mail, c'est audrey@jeda.co. En fonction des sujets, sinon ce sera l'équipe admission. Mais voilà, merci beaucoup, Caroline. Au plaisir d'avoir de tes nouvelles. En tout cas, bonne continuation dans ce que tu fais aujourd'hui et pour ce gros projet aussi qui t'attend. Et puis voilà. Et puis merci à tous ceux qui m'ont assisté à la Q&A. Voilà, j'espère qu'on aura pu répondre à un maximum de vos questions. Et puis au plaisir de vous voir à l'école si jamais on se rencontre. Voilà. Merci à toi, Audrey, et merci beaucoup à tous pour toutes vos questions. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Je vais clôturer. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.